Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Nous allons voir la structure de la physique dite en poupée russe. Alors, revenons sur un point que nous avions déjà soulevé. Face à une telle complexité du monde, un monde si vaste, si riche, il est impossible d'embrasser la totalité d'un coup de tout du monde complet, avec tous ses détails, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc, et ce, aussi bien pour le contenu de l'univers, que les lois des différents phénomènes donc l'ensemble des différents phénomènes qui sont également infiniment variés, et donc des lois qui décrivent ces phénomènes. Donc on a découpé la physique en différents domaines, différentes disciplines, qui sont liées autant à cette structure colossale, aux différents phénomènes, que aux instruments et aux méthodes qui sont disponibles, que l'on emploie. Ça peut être aussi lié à des applications humaines que nous tirons de la physique. Ainsi, on a l'astrophysique, la géophysique, la physique des matériaux, la physique des fluides, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de disciplines, et ces disciplines souvent se déclinent elles-mêmes en de nombreuses sous-disciplines beaucoup plus spécialisées. Et les grands nombres que nous avons vus conduisent à la structure en poupée russe qu'on va voir à cause de l'émergence et du domaine de validité. Alors d'abord l'émergence. Qu'est-ce que c'est? Supposons que vous ayez un très grand nombre d'entités. Ça peut être des particules, des atomes, des molécules, ou même des étoiles dans une galaxie, ou toute structure composée d'un très très grand nombre d'entités élémentaires. Cela conduit à des comportements collectifs, des effets de moyenne. D'ailleurs, quand vous voyez un gaz comme l'air, celui-ci est composé de molécules qui sont en constante agitation thermique, et c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme ça, visiblement. Tout ce qu'on voit, c'est un air plus ou moins calme, peut-être avec un peu de vent, c'est tout. Donc il y a des effets collectifs et des effets de moyenne. Cela conduit à l'émergence de propriétés globales, collectives, qui n'existent pas au niveau des entités individuelles, au niveau des composants. Prenons un exemple, l'exemple le plus classique, la température. La température, c'est la manifestation de cette agitation thermique, dite thermique, l'agitation des molécules, des atomes, dans un matériau, dans un gaz ou dans l'air. Celle-ci se traduit par une relation que je peux vous donner, qui dit que l'énergie cinétique moyenne, c'est-à-dire l'énergie due au mouvement de chacune de ces entités, l'énergie moyenne de ces entités est égale à N fois K fois T. Alors, T, c'est la température dite absolue, mesurée en Kelvin. 0 Kelvin, c'est le zéro absolu, où il y a immobilité, plus d'agitation, ou si on traite à un niveau quantique, ce qu'on appelle le niveau de base d'énergie minimale. Ça correspond à moins 273 degrés Celsius. Et K est la constante, une constante universelle, dite constante de Boltzmann, et M, ce sont les degrés de liberté de chacune des entités. Donc le fait qu'elles peuvent se déplacer, vibrer, ou bien tourner sur elles-mêmes, donc les différentes rotations de l'objet. Cette loi est très très bien vérifiée en physique statistique, en thermodynamique. Et donc, la température est un phénomène collectif, qui est défini comme une propriété moyenne de l'ensemble des molécules ou des atomes, d'un gaz, d'un matériau, d'un liquide. Parler de la température d'une seule molécule n'a tout simplement pas de sens. Une molécule seule, un atome seul, n'a pas de température.
la température est une propriété collective, c'est une grandeur émergente due au fait qu'on a un grand nombre d'atomes ou de molécules. Il existe d'autres grandeurs de ce type, telles que la pression, le volume, et les différentes grandeurs, température, pression, volume, peuvent être liées par des lois. Par exemple, pour les gaz, il y a la loi des gaz parfaits, qui est une idéalisation, mais à température ambiante, pression ambiante, la plupart des gaz, comme l'air, se comportent pratiquement comme des gaz parfaits. Donc c'est une loi émergente, puisqu'elle relie des grandeurs émergentes. Il y a beaucoup de grandeurs de ce type en physique, à tous les niveaux. En physique atomique, par exemple, les propriétés des atomes, les atomes ont des propriétés bien particulières qui sont propres aux atomes et qui ne sont pas les propriétés de leurs constituants, protons, neutrons, électrons. De même, la chimie, la physique des matériaux, la géologie, l'astrophysique, on retrouve de telles grandeurs propres aux domaines considérés, qui sont souvent des grandeurs émergentes, on les retrouve partout. En plus de ça, on a les domaines de validité des phénomènes physiques. Alors, les phénomènes physiques se produisent dans certaines circonstances, avec dans certaines tailles, certaines dimensions, à certains niveaux d'énergie, en présence de certains éléments chimiques, etc., etc. Et donc, chaque phénomène a un certain domaine, un domaine de validité, et les théories qui sont construites pour expliquer ces phénomènes ont au mieux aussi ce domaine de validité. Par exemple, l'électromagnétisme, qui décrit les champs électriques et magnétiques, nécessite des courants électriques, des charges électriques, des aimants. Sans ces éléments, l'électromagnétisme devient inutile. Il n'y a alors ni champ électrique, ni champ magnétique. Et on peut par exemple élaborer une théorie de l'élasticité des matériaux, y compris des métaux, qui sont beaucoup conducteurs d'électricité, sans devoir tenir compte de l'électromagnétisme, parce qu'à ce moment-là, on considère des matériaux dans lesquels il ne passe pas de courant électrique, et on n'a pas besoin d'appliquer l'électromagnétisme. Les phénomènes peuvent être aussi négligeables à certaines échelles. Par exemple, l'interaction faible, c'est son nom, est une interaction entre particules élémentaires qui est responsable de certains processus radioactifs, notamment, et elle est à courte portée, à très très courte portée. Au-delà de la taille d'un proton, à peu près, son intensité devient quasiment nulle. Donc à notre échelle, à notre grande échelle, loin des dimensions atomiques, et s'il n'y a pas de phénomène de radioactivité, alors l'interaction faible peut être négligée. Elle n'a aucun effet, aucune importance à notre échelle. Ça peut être aussi une question de niveau d'énergie. L'interaction nucléaire, par exemple, qui lie les composants dans le noyau des atomes, elle est aussi à courte portée, mais elle est aussi extrêmement forte, extrêmement puissante. L'interaction faible est faible, elle est bien nommée. L'interaction nucléaire, elle, est très puissante. C'est pour ces raisons que pour arracher un neutron ou un proton d'un noyau, ou même simplement pour exciter le noyau, pour le porter dans un état d'énergie supérieur, il faut des énergies considérables. D'ailleurs, ça se voit dans les applications, dans l'énergie nucléaire, que ce soit avec des armes nucléaires ou des centrales civiles, les énergies en jeu sont considérables. Mais la plupart des applications, la chimie, la physique atomique, la physique moléculaire, concernent des énergies beaucoup plus faibles. Donc les noyaux restent dans leur état non excité de base, ils ne bougent pas, ils sont tranquilles. Et donc, dans la quasi-totalité des applications, on peut totalement négliger l'interaction nucléaire. Tout ça conduit au phénomène des poupées russes.
Donc, vous connaissez sans doute les poupées russes, appelées aussi matrioshka, qui sont des poupées emboîtées les unes dans les autres. À un niveau très inférieur, je parle ici des tailles, pas d'infériorité, le niveau microscopique, on a des entités dites élémentaires ou fondamentales, peut-être parce que nous n'avons pas encore découvert une théorie plus fondamentale, qui est décrite par des théories adaptées, mécanique quantique, physique nucléaire, etc. Au niveau suivant, il y a trop de particules, trop d'atomes, trop de protons, trop d'électrons. On est confronté au problème des N-corps et au problème du chaos. Dans ce cas-là, on exploite les grandeurs émergentes, comme nous l'avons vu. Cela conduit à la chimie, à la physique des matériaux. Au niveau encore suivant, on peut négliger les phénomènes chimiques, les phénomènes de déformation des matériaux, considérer les matériaux comme des objets solides, compacts et qui ne bougent pas, et appliquer la mécanique classique, par exemple. Donc, on peut découper en fait en niveaux encore plus détaillés que ceux-là. Donc, tous ces niveaux qui exploitent les résultats des niveaux précédents et qu'on passe au niveau suivant parce qu'on est confronté à des problèmes de calculabilité, aux problèmes des N-corps, aux problèmes du chaos, et on a par contre des grandeurs émergentes via les moyennes, les effets statistiques, qui permettent alors de construire une théorie à un niveau dit supérieur. Chaque niveau, chaque théorie, ou un ensemble de théories, a ses propres grandeurs, des grandeurs émergentes ou des grandeurs fondamentales. Chaque niveau a ses lois physiques. Mais il faut aussi montrer comment les niveaux sont reliés entre eux. Puisqu'on a des phénomènes de grand nombre, on va utiliser des calculs statistiques, des approximations, du calcul numérique, tout l'arsenal dont on dispose, qui peut être extrêmement sophistiqué, très complexe, et qui permettent de montrer comment les lois, comment les grandeurs d'un niveau n plus 1 dérivent du niveau n, formant ainsi un tout. Et chaque niveau est comme les poupées russes emboîtées au-dessus des niveaux inférieurs. Voilà, alors nous verrons dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple plus précis concernant ce phénomène d'emboîtement des théories. Je vous remercie.